Bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième webinaire organisé par la Maison des Adolescents pour présenter nos partenaires indirects aussi, enfin voilà, sur la Maison des Adolescents avec lesquels on travaille et qui font soit des permanences sur la Maison des Ados, soit en tout cas un partenariat assez proche qu'on peut avoir. Donc on avait démarré le premier webinaire avec la présentation du défenseur des droits et puis ben là on souhaitait présenter l'association Être à des papes, donc avec Arlette Veil qui est sa présidente. Et là aussi, une association dynamique qui mérite d'être plus connue sur le département. Et donc, avec l'idée effectivement de travailler sur cette présentation d'émissions, de pouvoir être, on n'est pas très très nombreux, il y a une dizaine de personnes qui se sont inscrites sur le webinaire, donc que les choses puissent être interactives aussi. Enfin, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions, à intervenir, soit dans le chat, mais même en direct. Il y a pas de souci. Je crois que vraiment, faut en profiter sur ce format où on n'est pas très très nombreux. Et puis avec l'idée effectivement pour nous de continuer à construire les ressources, les outils disponibles sur le département, donc autour de ces webinaires et qui vont être mis aussi en replay. Avant de démarrer, Arlette, et de te laisser la main, je souhaitais que mes collègues puissent aussi se présenter. Donc, moi, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je suis Ingrid Potier, donc la coordinatrice de la Maison des Adolescents. Et puis laisser Sandra et Fanny se présenter également. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Sandra Holzmann, je suis médiatrice sanitaire et sociale sur l'association Tarn Espoir. Donc sur le point accueil écoute jeune toute la semaine et le jeudi sur le CARUD. Voilà. Et donc mis à disposition de la maison des ados. Oui. Et moi, c'est Fanny, je suis psychologue stagiaire donc en dernière année d'études et donc je serai sur la MDA jusqu'à fin juin pour finir ma formation. On démarre du coup, Arlette, Je veux. voilà, vas-y, je te laisse la main et tu me dis quand tu veux que je relance le diaporama. Je vais me présenter pour commencer. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi-même, je suis Arlette Veil, je suis la présidente de l'association depuis 2021. Il y en a eu de nombreux avant moi. Donc je suis bénévole et je suis psychologue clinicienne à la retraite, installée à Albi depuis seulement 5 ou 6 ans. J'étais auparavant à Montpellier et j'ai longtemps été aussi à l'association de Montpellier puisque je vais l'expliquer, des ADPAP, il y en a une dans chaque département. Donc, c'est quoi une ADPAP? Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Voilà le sigle. Et donc, c'est un réseau national qui est fédéré dans la Fédération nationale des ADPAP, qui existe depuis très longtemps, puisque ce réseau existe depuis 1943. Il a été créé pendant la guerre pour, à l'époque, accompagner les personnes pupilles de l'État, d'où le PE, qui signifiait au départ pupille de l'État et qui est devenu au cours du temps protection de l'enfance, puisque des pupilles d'État, il n'y en a plus beaucoup, et par contre, il y a de nombreuses personnes accueillies en protection de l'enfance. Ben, c'est une association en loi 1901 dont les statuts prévoient d'accompagner toute personne qui a été placée en protection de l'enfance pendant sa minorité. Donc, nous nous adressons, nous, à des majeurs, c'est-à-dire à des personnes au-delà de 18 ans et de tous âges et de toute situation. Le seul critère d'admission en tant qu'adhérent étant le placement pendant la minorité en foyer, en maison d'enfants, en famille d'accueil, en mesure d'aide à domicile, voire en BJJ, quel que soit le mode de placement, y compris les personnes qui ont été adoptées et qui souhaiteraient adhérer à cette association. Donc c'est sur la base, bien sûr, du volontariat. La Fédération nationale a une action auprès des instances juridiques. Chaque fois qu'il y a une évolution sur les lois concernant la protection de l'enfance, elle est consultée.
Et la fédération siège notamment au Conseil national aux accès aux origines personnelles pour les personnes nées sous secret. Alors, les journalistes disent nées sous X, nous on dit nées sous identité secrète, qui souhaiteraient voir leur dossier, donc au niveau national. Après, chaque association départementale est complètement autonome. Nous sommes fédérés au niveau national, mais chaque association est autonome. Celle d'Albi, celle du Tarn, elle existe depuis 1966. Et elle a été créée par des personnes qui se sont connues au foyer de l'enfance et qui donc l'ont créée quand elles ont eu 20 ans ou 22 ans à leur sortie des services. Et chaque association départementale a vécu sa vie depuis lors en étant plus ou moins active, plus ou moins vivante, plus ou moins en bon terme avec le conseil départemental, puisqu'elles sont financées de droit par les conseils départementaux. Ce sont des associations qui sont inscrites au code de l'action sociale et des familles et qui doivent être donc financées par les départements, mais certaines d'entre elles, au fil des années, sont devenues toutes petites, ont disparu, ont réapparu. Il faut des bénévoles, comme toujours pour toute association, pour les porter. Et il faut en outre, statutairement, que ces personnes soient elles-mêmes des personnes qui ont été placées en protection de l'enfance. Et le président, statutairement, doit être un ancien de l'ASE. Ça veut dire que moi-même, j'ai grandi dans une famille d'accueil, pour être clair. Et c'est la majorité de mon conseil d'administration qui doit être des personnes issues de l'ASE. Donc on dit l'ASE pour aide sociale à l'enfance, mais par commodité, bien que ça s'appelle aujourd'hui protection de l'enfance. L'association du Tarn a une particularité, c'est qu'elle s'est lancée bien avant les autres dans l'hébergement, en ouvrant en 2016 une maison partagée qui se trouve à Arthès, qu'elle a achetée avec un crédit évidemment, pas bien riche, et qui héberge 5 jeunes qui sont en contrat jeune majeur avec le département, c'est-à-dire qu'ils ont entre 18 et 21 ans. Dans cette maison partagée vivent ces 5 jeunes, travaillent 4 salariés, puisque nous avons 3 salariés en CDI et un CDD, des travailleurs sociaux, une responsable administrative et comptable, et une 4e personne qui généralement est là dans le cadre d'un projet. Donc ça a été tour à tour une psychologue, une animatrice et actuellement une maîtresse de maison. Mais c'est sur des financements privés. Également dans cette maison viennent les adhérents. Donc nous avons dans le département 250 adhérents qui sont des personnes de tous âges, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui vont bien, des personnes, des familles avec enfants, qui viennent là soit pour rencontrer l'assistante sociale, soit pour des activités de lien social ou des activités plus à thème. Par exemple, actuellement, il y a des ateliers de remise à niveau au code de la route pour les plus de 60 ans, de la gymnastique adaptée, un atelier rap et slam pour les jeunes. Et nous suivons un accompagnement social, une quarantaine de jeunes qui ne vivent pas dans la maison, qui sont dans le département et qui sont soit des jeunes étudiants, soit des jeunes en insertion, soit des jeunes à la rue, soit des jeunes en panne de projet, soit des jeunes qui ne sont orientés par les partenaires. Donc c'est la diapo d'après, puisque nous avons pour partenaire, bien sûr, le département qui nous finance, et ensuite des financeurs sur des projets spécifiques, dont la CARSAT pour les ateliers dont je parlais tout à l'heure, la Caisse d'épargne pour les ateliers jeunes, la Maison des ados avec qui on a noué un partenariat il y a quelques années au décours d'une subvention de la Fondation de France qui nous avait permis d'avoir un poste de psychologue dont la mission était de nous mettre en lien avec toute association susceptible d'orienter vers nous des jeunes qui ont été placés en protection de l'enfance. Puisque vous tous, vous avez affaire à des jeunes et vous ne savez pas forcément, ils ne le disent pas forcément et ils n'ont pas d'ailleurs forcément non plus à le dire, qu'ils ont été placés en protection de l'enfance pendant leur minorité. Mais il est important que vous sachiez que cette association existe pour leur proposer l'accompagnement social de l'association si vous repérez ou s'ils vous disent qu'ils ont été placés en protection de l'enfance ou s'ils souhaitent adhérer. Puisqu'on est, nous, sur un principe de pair et danse, vous l'avez compris. Certes, on a des travailleurs sociaux qui accompagnent notamment nos jeunes, mais il y a aussi, notamment à la maison et dans tous les accompagnements, une posture
qui n'est pas celle traditionnelle des associations. Il n'y a pas chez nous des bénéficiaires et des bénévoles. Il y a des adhérents qui presque tous ont été eux-mêmes placés et qui comprennent donc peut-être un petit peu mieux les problématiques des jeunes sortant de l'ASE, qui pour la plupart en ont marre, pour le dire en bon français, des travailleurs sociaux, des psys, des éducateurs et autres. Et si on leur dit la même chose que les professionnels qui les accompagnent, on le leur dit pas tout à fait de la même place. Donc là, par exemple, j'ai rendez-vous cet après-midi avec un jeune qui était en rupture de tout et qui n'a pas compris que le passage à la majorité, certes, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de difficultés quand on est sans soutien familial, mais c'est aussi une libération et l'opportunité de prendre sa vie en main et d'en faire ce qu'on veut. Les jeunes placés subissent souvent les placements. Alors, vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on discute. Je ne vais pas vous faire un cours, simplement pour souligner que le placement, que ce soit en famille d'accueil ou en foyer, s'il est évidemment prononcé par un juge dans un cadre qui est un cadre de protection, est quand même vécu par la personne qui le vit comme une contrainte. Quelque chose qui lui est imposé, qui lui arrive de l'extérieur, et les choix, et qui ne sont pas ses choix de vie. Cela, ça change à la majorité. Or, nous constatons, nous, que les jeunes que nous accueillons ou qui nous contactent via parfois la maison des ados n'ont pas pris la mesure de cette dimension de liberté qu'offre la majorité. Ils n'en voient que les contraintes, ils n'en voient que les aspects négatifs, ils n'en voient que les difficultés, ils n'en voient pas la dimension de libération. Alors, juste peut-être, Arlette, pour souligner effectivement l'intérêt effectivement de travailler, en tout cas nous, du côté de la maison des ados avec l'asso, c'était aussi la possibilité effectivement de mettre en lien des adolescents ou des jeunes adultes effectivement qui avaient ce parcours de protection de l'enfance avec d'autres personnes qui effectivement pouvaient leur en parler ou en tout cas les accueillir, recevoir aussi leurs demandes sous une autre forme parce qu'elles-mêmes effectivement avaient vécu ce passage différemment, forcément parce que c'est une histoire personnelle à chaque fois, mais quand même, hein, et qui connaissaient aussi les services. Donc, on reviendra peut-être un peu sur les différentes situations, mais c'est vrai que ça, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'était important aussi pour nous, et ça l'est toujours d'ailleurs, d'avoir ce contact aussi avec l'équipe. On reviendra aussi sur l'équipe pour que nous aussi, on puisse aussi avoir un soutien, un appui, penser un petit peu cette question du lien avec la protection avant, enfin pendant et après, voilà, pour soutenir les jeunes un peu dans leur histoire de vie et dans leur parcours au final, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire de cette histoire-là, quoi. Oui. Oui. Ok. Donc, on a effectivement 3 salariés. Alors, il y a bien sûr l'accompagnement social que fait Annelise Pi pour les adhérents qui n'habitent pas dans la maison, c'est-à-dire les 250 qui sont dans la nature, dans le département. Heureusement, les 250 n'ont pas besoin d'elle tous à la fois, ni forcément besoin d'aide d'ailleurs tout court, puisqu'il y a des tas de gens qui adhèrent à l'association simplement en soutien ou simplement pour venir à une activité ou pour le lien social ou pour plein de raisons. Elle suit par an à peu près 80 situations de personnes de tous âges. Ça va de récupérer un jeune à la rue qui nous a été signalé par l'un ou l'autre des travailleurs sociaux, jusqu'à accompagner une personne âgée qui va aller en maison de retraite et qui ne veut pas y aller, qui est sans soutien familial aussi et qu'il faut convaincre, accompagner et suivre dans toutes ces démarches. Donc elle a un poste extrêmement large. Elle est en partenariat avec de très nombreuses structures dans le département sur tout type de problématiques, que ce soit l'addiction ou que ce soit la gérontologie ou le bon sauveur ou toute autre structure. Sylvie Baïs, elle a un poste transversal, elle assure toute la responsabilité administrative et comptable. Et ce n'est plus Sophie Vérin qui est à l'hébergement, puisqu'elle vient de nous quitter ce mois-ci. C'est maintenant Caroline Meunier qui a pris le relais, qui, elle, a spécifiquement en charge les 5 qui habitent dans la maison et qui sont en semi-autonomie.
puisqu'il s'agit pour nous, pendant le temps du contrat jeune majeur, de les amener à l'autonomie complète, c'est-à-dire qu'ils aient concrètement un boulot et un appartement, et qu'ils soient à peu près d'aplomb dans leur basket, sachant que quand on les a, et quand on a de la chance, on les a dès les 18 ans, ils sortent ceux qui viennent chez nous, sortent de l'ASE sans aucun diplôme, sans aucun projet, très déstructurés sur le plan psychologique, en ne faisant confiance à personne et en ayant pour la plupart d'entre eux des parcours extrêmement hachés où ils sont allés de placement en placement parce que il peut y avoir retour dans la famille, puis quelques mois après ou quelques années après, replacement. Bien sûr, la place a été prise en cours de route, donc ils sont placés ailleurs. Et les jeunes que nous accueillons à 18 ans sont pour la plupart incapables de raconter leur parcours. Ils mélangent tout, c'est pas clair dans leur tête, pourquoi ils sont venus chez eux, pourquoi ils ont été replacés, pourquoi. Non pas que ça leur ait pas été expliqué, hein, les professionnels du département travaillent, je pense, du mieux possible, mais parce que ils ne l'ont pas digéré, tout simplement, ils ne l'ont pas assimilé. Donc on a accueilli il y a un an 2 jeunes qui étaient dans ce cas, et il a fallu une bonne année déjà pour qu'ils se posent, pour qu'ils arrêtent de fuir ou de s'enfermer en refusant tout, et pour qu'ils comprennent qu'il s'agit maintenant de construire et de laisser de côté toutes ces années compliquées. Donc allez-y, un peu de questions. Ouais. Donc ça veut dire que tout le reste repose sur du bénévolat, ça veut dire ça aussi, hein, puisque vous l'avez bien compris, il y a énormément d'activités. Donc on a par ailleurs une vingtaine de bénévoles, pas tous issus de l'aide sociale à l'enfance, bien sûr, puisqu'on a des adhérents qui viennent vers nous par intérêt, tout simplement, soit d'anciens professionnels, soit nos conjoints, ça commence à être parfois nos enfants, mais aussi des amis ou des personnes que ça intéresse, tout simplement. Donc, par exemple, nous avons un bénévole qui fait de l'accompagnement scolaire pour toute personne qui en a besoin, essentiellement des jeunes qui sont soit en CAP, soit en bac pro, et qui ont des difficultés de langue aussi pour certains d'entre eux, puisqu'on a parmi nos adhérents, bien sûr, des jeunes Français qui ont été placés en protection de l'enfance, généralement petits, avec les parcours hachés dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi des jeunes qui sont arrivés mineurs en France par les voies migratoires, qui relèvent aussi de l'association, et qui, devenus majeurs, peuvent se retrouver aussi en difficulté, soit en difficulté administrative, soit en difficulté de titre de séjour, soit en difficulté sociale, soit autre. Donc nous avons parmi nos jeunes suivis, nous avons une dizaine de jeunes étrangers qui, en plus du reste, ont parfois des problèmes de langue quand il s'agit de passer des examens ou de passer le code de la route. Donc on a des bénévoles qui sont là aussi pour une activité spécifique. Mais le bénévolat représente plus de 4 équivalents temps plein. Déjà rien que le mien, c'est un gros mi-temps, parce qu'il n'y a pas de cadre, hein, donc le poste, entre guillemets, de président, qui est un président bénévole, ça représente un gros mi-temps de coordination générale, de relations avec les financeurs, de recherche de financement, de relations avec les partenaires, etc., etc. Donc on a bien 4, voire 5, parce que tous les bénévoles ne marquent pas leur heure, d'équivalent temps plein de bénévolat. Alors, Caroline, Guillaume, vous souhaitiez prendre la parole? Carole, oui. Carole. Caroline et Carole, désolée. Typiquement, une personne, par exemple, qui est à la rue, en fait, qui vient des services de l'ASE, sur une autre structure, j'en ai connu quelques-unes, on peut l'envoyer vers vous. Ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous proposez un accompagnement global, Oui. aussi bien sur du psy, de l'hébergement, etc. La question que je me pose, c'est par exemple sur des problématiques comme ça liées à l'hébergement, j'imagine que vous faites appel à des partenaires, type Oui. la SIAO, vous êtes en lien en fait avec eux. Oui. Comment ça se passe concrètement en fait? Oui, là on a un exemple récent, hein, la personne qui est là et qui est pour le SIAO, Pauline, est peut-être au courant. Nous avons un éducateur de quelque part dans le département s'est trouvé jeudi soir face à une jeune fille de 19 ans qui était à la rue.
Donc, bien sûr, notre Annelise Pied a pris contact avec le SIAO, avec qui on est en contact fréquent. Il n'y a pas de place au SIAO. Donc, nous avons, nous, financé un accueil d'urgence à l'hôtel pour 2 ou 3 nuits, parce qu'on n'a pas de gros budget, hein, donc on ne peut pas financer au long cours, et on n'a pas non plus de solution d'hébergement, nous, à part nos 5 jeunes, mais la maison est pleine. Donc, on peut financer quelques jours sur l'accueil d'urgence, le temps que le SIAO prenne le relais. Ça ne peut pas aller au-delà de 2-3 jours compte tenu de nos budgets. Et ensuite, on fait appel, bien sûr, à tout le partenariat départemental, le temps que ça s'organise et qu'on trouve une solution plus durable. Donc, il y a un travail en lien de partenariat sur ces problématiques-là, pour lesquelles on n'est pas très bien équipé, parce qu'on n'a ni d'hébergement ni d'argent. Par contre, après, sur l'accompagnement au long cours, là, on pourra faire, c'est-à-dire en appui et en coordination avec les équipes de l'accueil d'urgence. Donc là, on attend qu'une place se libère au SIAO pour cette jeune fille. Il est clair qu'on ne va pas, nous, la remettre à la rue. Donc, le temps qu'il y ait une place, ben, soit on finance l'hôtel, hein, on fera pas mieux que les autres, mais pas que. En même temps, on se remue pour autour d'elle créer déjà le réseau de partenaires qui permet déjà de penser à la suite. Bon, par exemple, comme elle n'a que 19 ans, Annelise Pied va tenter de renégocier le contrat jeune majeur, qu'elle a refusé, puisque à 18 ans, elle était dans une MEX, hein, cette jeune fille, elle était prise en charge dans une maison d'enfants. À 18 ans, elle a soit refusé le contrat jeune majeur parce qu'elle s'est crue capable de s'en sortir par ses propres moyens, soit elle l'a accepté et elle l'a planté au bout de quelques mois pour des raisons X ou Y. Mais ça peut se renouer si elle le souhaite, bien entendu. Et nous, on peut, parce qu'on est représentant de l'usager et parce que nos relations avec le département sont quotidiennes, on peut renégocier un contrat jeune majeur qui permettra effectivement qu'elle soit prise en charge et par le 115 en urgence, mais ensuite par une autre structure plus au long cours, le temps du contrat jeune majeur. Par contre, si elle ne le souhaite pas, ce qui est possible, alors c'est notre boulot de père aidance d'essayer de la convaincre, d'essayer de mettre à plat avec elle sa situation, pour lui montrer de notre place vers quelle difficulté elle va. Quand on n'a pas de soutien familial, qu'on a 19 ans et pas de réseau, et qu'on est quasiment à la rue, la vie est quand même très compliquée. Donc, c'est notre travail là de père aidance que de la mener à accepter le contrat jeune majeur, même si bien évidemment il s'accompagne de contraintes. Je ne sais pas si je vous ai répondu correctement. C'est très clair, c'est intéressant, merci. Merci. De rien, Pauline. On continue à dérouler, alors je ne sais plus ce qu'il y a On peut après. continuer à dérouler, ouais. Je passe au prochain. Vas-y, oui. Diapo. Donc, bien sûr, les salariés travaillent 35 heures, donc il y a des horaires qui sont en gros les horaires de bureau. Après, généralement, moi, mon numéro de portable, maintenant, je le maîtrise plus du tout, il est parti partout. Donc, on peut m'appeler en dehors des heures de bureau et je peux à ce moment-là réorienter ou faire quelque chose. C'est ce qui s'est passé en particulier jeudi soir. Et Annelise Pied, elle fait aussi des permanences donc à Castres et à Groyer, qui sont maintenant assez connues, hein, puisque elle a mis du temps à créer un réseau, mais maintenant c'est fait. Et on va peut-être refaire une permanence à la maison des adolescents, puisqu'on a quand même une petite subvention de la Fondation de France qui court encore cette année. Donc, on va remettre en place un partenariat un peu plus précis avec la maison des ados. Si vous rencontrez une situation d'un jeune dont vous pensez que l'association peut l'aider, alors ça peut être simplement une aide, un soutien moral. Là, par exemple, nous avons une jeune fille qui nous a trouvé il y a quelques mois, une jeune fille qui est étudiante, qui est en BTS, qui va bien, qui n'a pas de problème particulier, qui est en alternance, qui simplement s'est trouvée tout à coup en difficulté, voiture en panne, oublié de remplir le dossier à la CAF, enfin, et ça va très vite quand on est sans soutien familial. Donc l'association vient se glisser dans les failles, dans les manques de la famille, si famille il y avait, ou du droit commun, puisque par exemple le RSA ce n'est qu'à 25 ans, et entre 21 et 25 il y a un trou dans le droit commun.
ou pour aider simplement à renouer le fil. Donc vous avez 20 ans, 2 mois de loyer en retard, la banque commence, le propriétaire commence à s'énerver, la banque aussi, et ça va très très vite, les catastrophes vont très vite. Alors que c'est un coup de main à ce moment-là, ben, les choses se remettent en place assez rapidement. On met en place un plan de financement, on discute avec le propriétaire, on remet tout ça à plat. Donc c'est vraiment sur des situations là où on est sur de l'urgence et sur du truc ponctuel, mais ça peut être aussi tout simplement des gens qui se sentent seuls et qui ont envie de parler avec d'autres. Donc on a un groupe de jeunes, sur nos 50 jeunes qu'on suit. Alors quand je dis 50, c'est bien sûr jamais les mêmes, hein, puisque ça peut être très ponctuel. Ils rentrent, ils sortent, ils reviennent plusieurs années après, ils reviennent pas, on les perd. On a des nouvelles, bon ou pas, c'est fluctuant, mais en gros, il y en a toujours en permanence à peu près une cinquantaine, et il y en a une dizaine qui participent à des activités de loisirs, alors, c'est jamais les mêmes non plus. Donc, de temps en temps, on organise un truc, un bowling, une soirée, un repas, et là, c'est juste entre eux, et ça nous échappe, et c'est normal, puisqu'après, ils se débrouillent entre eux. C'est la pérédance, ça aussi, mais d'une autre forme. S'il y en a un qui doit déménager, ben, il fait appel au réseau. Ça se débrouille sans nous. Le réseau des ex-MNA est mieux structuré. C'est-à-dire que eux, oui, ils ont des réseaux, souvent par nationalité. Et c'est le bouche à oreille. Donc quand ils viennent vers nous, eux, c'est souvent le bouche à oreille. Alors que les jeunes Français sortis des services, c'est presque toujours orienté par un travailleur social. C'est pour ça que c'est important ce webinaire. Parce que plus de travailleurs sociaux, d'infirmières de lycée, d'assistantes sociales de lycée et autres nous connaissent, et plus les jeunes ont des chances de nous trouver. Après, je voudrais juste vous rajouter, parce que j'ai une double casquette, je travaille au Oui, sein de la MJC, je travaille aussi au sein du foyer Lola Grange, à oui, MNA. oui. Voilà quoi. Et je me suis toujours retrouvé confronté justement à des jeunes qui sont plus parce qu'ils arrivent à leur majorité et qui rentrent pas, on va dire, dans un cadre, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un apprentissage, voilà, Oui. et qui posent quelques petits soucis. Donc, ils se retrouvent à la rue Mhm. automatiquement parce que l'ASE ne les prend plus en charge. Ils ont aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas accepté le contrat du jeune majeur. Donc, ils Mhm. se retrouvent dehors, on est démunis, on ne sait plus quoi faire, quoi. Voilà, donc ils arrivent à trouver où se loger 1 ou 2 jours chez un copain, Oui. voilà, quoi. Mais après, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. Alors, Léo Lagrange, on connaît bien Léo Lagrange, bien sûr. D'ailleurs, Caroline Meunier, qui vient de prendre le poste en remplacement de Sophie Vérin à l'hébergement, a travaillé quelques mois à Léo Lagrange. Donc là, les jeunes ex-MNA, donc devenus majeurs, à 18 ans, soit ils ont un contrat jeune majeur, beaucoup l'acceptent quand même, et ils sont accompagnés, mais c'est en parallèle de leur titre de séjour. Et c'est C'est-à-dire ça, que se pose pour eux plutôt la problématique du titre de séjour. c'est ça. Soit ils obtiennent leur diplôme, leur CAP et ça roule à peu près, hein, et ils peuvent effectivement se tourner vers l'association pour de l'aide administrative. C'est essentiellement ça qu'ils nous demandent, cela. Hein. On en a quelques-uns qui viennent uniquement parce qu'ils ne comprennent rien, et d'ailleurs c'est extrêmement compliqué, à la CAF et autres impôts. Donc ils viennent juste demander de l'aide administrative. Et puis on a ceux qui n'obtiennent pas le titre de séjour, qui se retrouvent avec une OQTF, pour le dire en français dans le texte. Et ceux-là, ben, on ne peut pas grand-chose pour eux parce que on n'a pas de, ils ne peuvent pas travailler. Donc c'est ceux-là hein, qui se retrouvent le plus en difficulté. Tout à fait. Donc nous, on peut faire une aide, on fait parfois une aide d'urgence pendant quelques mois, mais on n'a pas de financement pour ça. Et le Bien faisant, sûr. on transgresse la règle qui est qu'on n'a même pas le droit de le faire avec des fonds publics. Donc on le fait sur des fonds privés, c'est-à-dire en gros sur des dons, ce qui ne va pas bien loin, forcément, vous le comprenez. Bien sûr. Non plus très bon sur le plan de la communication, on commence à être un peu meilleur puisqu'on répond aux appels à projets, mais on ne fait pas d'appel aux dons grand public, par exemple. On n'a pas l'énergie, les moyens humains pour le faire, donc ça reste très limité.
et on est très démunis. Donc, à part les orienter vers la CIMAD, le réseau Éducation sans frontières, enfin les spécialistes de l'accompagnement des étrangers, alors, sur les problématiques juridiques, on ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est ça. Mais on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a quand même au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau national, décidé que oui, ces jeunes relèvent bien de nos associations puisqu'ils ont été placés pendant leur minorité et que c'est notre seul critère, qu'on n'a pas, nous, à leur demander même s'ils sont en situation régulière ou pas. Alors, évidemment, on le sait parce que, comme on vient de le dire, leurs difficultés viennent de leur situation administrative. Sans quoi, ben, ils s'intégreraient et puis c'est tout. C'est Pratiquement ça. tous les jeunes ex-MNA que nous avons eus à la résidence, même, je pense tous, sont aujourd'hui parfaitement insérés. Mais ceux-là ont eu le contrat jeune majeur jusqu'au bout, ce qui nous a permis de les accompagner jusqu'au bout, y compris jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur titre de séjour. On en a un qui vient de sortir, là, qui a 21 ans et qui avait une QTF, mais elle a été levée en décembre par le tribunal, donc on est parti sur quelque chose qui est l'objet de l'association, c'est-à-dire l'accompagnement à l'insertion. Mais comment accompagner à l'insertion quelqu'un qui ne peut pas travailler? Donc c'est là qu'on est tous face à cette problématique-là, à laquelle ni le département ni nous ne pouvons rien. Puisque le département fait des contrats jeunes majeurs à des jeunes qui ont une QTF, tant qu'ils ont moins de 21 ans. Après, ça leur échappe. Tout à fait. Donc, on peut même pas moi, j'en parle avec M. Fournier régulièrement. Il est aussi désespéré que nous, et y compris les élus du département sont aussi désespérés que nous d'avoir suivi des jeunes pendant 5 ou 6 ans et qu'ensuite, pour se retrouver dans cette situation-là. Alors, c'est pas la majorité. Beaucoup d'entre eux, quand même, obtiennent un titre de séjour, mais il faut qu'ils soient vraiment dans les clous, c'est-à-dire, par exemple, on a eu un refus de titre de séjour pour un jeune qui a changé d'orientation. Il avait fait un CAP, je ne sais plus quoi, boulangerie, ça ne lui plaisait pas finalement, il a voulu chercher un travail de maçon, de je ne sais quoi, motif, incohérence du parcours, etc. Donc, Bah, il a eu un CAP. j'ai même bien vu pire. Voilà quoi. On met à certains jeunes des QTF, pourtant ils ont un apprentissage. Et, le patron leur signe quand même qu'après l'apprentissage, il les prend en CDI et on leur met une QTF, quoi. Et pendant 2 ans, quoi. Sans aucune réponse, quoi. Alors ça, c'est une problématique qui est nouvelle pour nous, comme elle l'a été pour tous les travailleurs du secteur social, hein, depuis 2018, en gros, à laquelle on s'est adapté, comme on a pu. Ça ne représente quand même qu'une toute petite partie de nos adhérents. Heureusement. Heureusement, parce que la plupart d'entre eux, en effet, s'insèrent, ont un titre de séjour et un travail. Donc, on est plus concerné dans la tranche 18-21. Après, on ne sait que passer le relais vers, comme je vous l'ai dit, les réseaux spécialisés en accompagnement du droit des Oui, étrangers. c'est ça. Et éventuellement Voilà. être là en soutien moral, bon, pour leur proposer des activités, une sortie, un truc. Je sais pas, le soir de Noël, Oui. par exemple, on a fait, le 24 soir, on a fait un repas au restaurant. Bon, on avait, parmi les personnes, on était une vingtaine, sur la vingtaine, il y avait 4 jeunes qui nous ont dit, ouf, ça fait du bien d'avoir un vrai repas, avec un repas dans une ambiance un peu familiale, mais ce sont des jeunes qui sont en panne sur le plan administratif, avant tout. Ouais, c'est clair, ça leur fait changer un peu. Ouais, tout à fait. Le gros de nos troupes, c'est quand même les jeunes qui ont été placés petits, euh, ou ados, en famille d'accueil ou en foyer, et qui se retrouvent à 18 ans ou à 21 ans après le contrat jeune majeur en difficulté sociale par manque de soutien familial. Ça peut être le cas aussi de gens plus âgés, hein, parce que les traumatismes de l'enfance reviennent, hein, et Bien sûr. réapparaissent plus tard. Donc on fait partie, on siège de droit en tant que représentant de l'usager dans différentes instances, qui sont par exemple le conseil de famille des pupilles de l'État, la commission d'agrément des adoptants, la CSEC, qui suit les situations des enfants confiés en protection de l'enfance, et notamment des petits. On
siège, on pourrait siéger dans dans toutes les maisons d'enfants et au foyer d'enfance au titre de représentant de l'usager. On ne le fait pas par manque de moyens humains. Parce que ça repose sur du bénévolat. Nos professionnels n'ont pas le temps de faire ça, évidemment. Et je n'ai pas actuellement de bénévoles qui puissent le faire. Je crois aussi, Arlette, pour bander aussi de ce sens-là, en tout cas, nous, on l'a utilisé pour un ou deux jeunes, la possibilité effectivement de retracer un peu son parcours et d'accompagner les jeunes à la consultation de leur dossier, par Oui, exemple, hein. Que ce soit oui, le dossier adoption, le dossier placement, enfin voilà, je trouve qu'il y a enfin voilà, il y a des moments, enfin quand ils grandissent en tant qu'ados et quand ils deviennent jeunes adultes, nous on a pu effectivement avoir des demandes en tout cas de ce côté-là, des questionnements. Et oui. certains ont été jusqu'au bout de la démarche, d'autres ont commencé, n'ont pas été voilà, jusqu'au bout. Mais en tout cas, je trouve que là aussi, vous avez enfin, un travail extrêmement intéressant à proposer dans cet accompagnement des jeunes, mais je dirais pas que des jeunes, en fait, aussi peut-être des plus vieux, enfin voilà, enfin, en tout cas des personnes qui ont ce parcours et qui à un moment donné souhaitent aller regarder un peu plus près ce qui s'est passé au niveau administratif. Oui, tu fais bien de parler de ça parce que c'est vrai on a reçu récemment d'ailleurs la psychologue du département, enfin la responsable de ce service au département, qui est celle qui est en charge de la consultation des dossiers, qui nous a expliqué sa procédure, comment elle travaille. Et nous pouvons bien sûr accompagner quelqu'un qui souhaite aller consulter son dossier parce qu'il ne faut pas y aller seul. Euh, Ceci étant, les anciens comme moi, qui ont le recul du temps, on a plutôt tendance à conseiller aux jeunes à 20 ans de mettre ça de côté pour le moment, de se focaliser sur leur insertion professionnelle et de voir un psy, bien sûr, en soutien plus que d'aller réellement tout mettre à plat parce que c'est beaucoup trop tôt dans la vie. Mais ce qui est important à faire avec eux, tu l'as dit Ingrid, c'est retracer le parcours. Déjà, redonner sens au parcours. Ça, c'est très important. Après, il y a deux dossiers quand même. Il y a celui qui est à l'ASE et qui retrace le parcours, et il y a le juridique qui est le plus important, qui est aux archives pour les anciens et qui est au tribunal pour les autres. C'est pas forcément à conseiller à quelqu'un d'aller y voir tout de suite. Parce que ça peut être très traumatisant. Retracer le parcours et en comprendre le sens, c'est une chose, et ça c'est important, il faut le faire. Et nous réclamons, les ADEPAP réclament depuis 40 ans au moins, qu'il y ait un document unique qui suit l'enfant du début à la fin de son parcours. Alors, ça peut être un document papier tout bête, hein, c'est pas forcément un truc très sophistiqué, mais avec des photos, par exemple, il y a des tas de photos des anniversaires et autres qui ont été prises partout dans les maisons d'enfants ou dans les familles d'accueil, sauf que la personne, elle, ne les a pas. Ou elle en a une par-ci par-là, bon, mais elle n'a pas quelque part un document avec des photos qui retracerait son parcours avec les dates, les lieux de placement, le motif, quelques photos. Il faut vraiment tout reconstruire. Et aller voir son dossier, on ne va pas trouver ça dans le dossier. On va trouver les comptes rendus des éducateurs de quand on avait 12 ans et qui disent à quel point on était vilain, ce qui n'est pas forcément très intéressant. On va trouver les bulletins scolaires, on va trouver, je sais pas, le voyage scolaire, on va trouver des tas de choses qui n'ont pas forcément grand intérêt. Les documents principaux, c'est les documents juridiques. Et cela, on n'y a pas accès directement, sauf quand on est majeur et sauf à les demander au tribunal. Et c'est un droit. Et ils ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Donc c'est compliqué cette histoire de consultation des dossiers. Consulter son dossier au département, c'est relativement facile. Ça ne veut pas dire qu'on va y trouver les réponses. C'est ça aussi il faut en prendre la mesure de ça. Ça ne veut pas dire qu'on trouvera les réponses des questions que l'on se pose. Parce que ça, c'est une démarche plus compliquée. Mais en tout cas, vous accompagnez là-dessus, y compris sur la réflexion. C'est pour ça que je disais qu'il y a des jeunes
n'ont pas été jusqu'au bout de la démarche, enfin aussi voilà, dans quelque chose qui faisait aussi partie d'une réflexion globale sur leur parcours, des trous dans leur parcours. Enfin voilà. Et effectivement, le fait de pouvoir aussi en discuter avec d'autres personnes voilà, qui l'ont vécu, qui voilà, ça a modifié aussi un peu leur perception autour de ce truc-là, du dossier, enfin, qui serait effectivement un peu ce qui expliquerait tout, quoi. Là, on a lancé, grâce à une subvention du ministère de la Culture, on a lancé un travail d'interview croisée des vieux, puisque nous avons les gens de ma génération qui sont dans l'association depuis très longtemps, qui peuvent aussi avoir des choses à dire aux jeunes, justement. Donc l'idée, c'est pas de raconter sa vie, hein, c'est de dire ce que l'on aurait envie de dire à des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui. Et interview des jeunes sur les questions qu'ils pourraient avoir envie de poser aux vieux. Et on a eu des questions extrêmement étonnantes. Alors, on commence à peine, hein, c'est un travail qui va durer quelques mois. On a commencé à peine. Mais par exemple, dans les questions que nous ont posées les jeunes et auxquelles on ne s'attendait pas, c'est comment on fait quand on vieillit et qu'on est face à la mort. Des questions comme ça, alors qui ne sont pas liées forcément de manière évidente à la problématique à eux, mais qui montrent aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort qui est à l'œuvre chez des personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance et l'adolescence, parce que c'est des parcours traumatiques, et c'est des parcours traumatiques avec des traumas répétés. C'est-à-dire qu'il y a le motif du placement, on n'est pas placé en protection de l'enfance pour rien, donc c'est généralement quelque chose de suffisamment grave pour justifier un placement. Et ensuite, il y a les traumatismes répétitifs du placement lui-même. Hein, du subi dont je parlais tout à l'heure, des contraintes, des professionnels avec qui on s'entend plus ou moins bien, des autres aussi, des autres jeunes, en fait tout ce qui accompagne le parcours de placement, qui est fait d'une succession de petits traumas qui s'enchaînent. Il n'y a jamais un trauma, il y en a une cascade en fait. Et ça donne effectivement des jeunes de 20 ans avec qui, notamment ceux qui sont à la résidence, ceux-là on les a sous la main, donc on parle évidemment beaucoup plus avec eux. Ils disent qu'ils sont très vieux, car ils ont 20 ans. Moi je me souviens à 18 ans, je me trouvais très vieille aussi. Donc ils ont à la fois une maturité bien supérieure à d'autres jeunes de 20 ans qui ont eu une vie entre guillemets normale, avec des parents normaux. Ça ne veut pas dire parfait, hein, mais normaux. Donc, ils ont à la fois une beaucoup plus grande maturité, donc ils se sentent vieux, et en même temps, ils ne mesurent pas ce que c'est qu'être adulte. Donc, ils sont vraiment dans une problématique complètement, en fait, ils sont des oxymores vivants, quoi. J'ai pas de questions, mais moi j'ai déjà mis en place des actions justement intergénérationnelles, quoi, entre jeunes, on va dire, tu vois, et personnes âgées. Ça a beaucoup, les jeunes se sont beaucoup enrichis et vice versa, quoi. Donc, c'est super important de temps à autre aussi de rencontrer d'autres personnes et pouvoir partager, quoi. Voilà. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait, voilà. Bon, moi, j'ai toujours fait au cours d'une semaine pour laisser le temps aussi de s'adapter à la personne et de pouvoir partager, quoi. Et moi, j'ai toujours récolté des moments très enrichissants, quoi. Oui, alors l'intergénérationnel, nous, c'est une des clés, hein, effectivement, puisque, bien entendu, les personnes qui sont bénévoles sont généralement plus âgées, encore qu'on ait des jeunes bénévoles aussi, hein, donc des jeunes qui vont bien, et qui ont 25 ans et qui s'engagent beaucoup dans l'association. Mais ceux qui sont en posture de bénévolat, évidemment, c'est qu'ils ont déjà réglé eux-mêmes un certain nombre de problèmes et qu'ils se sentent capables de venir en aide à d'autres. Donc, c'est de l'intergénérationnel autour de repas. On a une cuisine partagée à la maison, bien sûr, puisque 5 jeunes vivent là, donc il y a une cuisine partagée dans laquelle on fait des repas où sont invités des adhérents âgés, tout simplement pour papoter, quoi. Puis, chaque fois qu'il y a une activité, elle est intergénérationnelle. Après, il y a des activités spécifiques jeunes et spécifiques vieux, parce c'est quand même pas tout à fait le même centre d'intérêt. Mais l'intergénérationnel est une des clés, oui.
Et en effet, ce sont des jeunes qui très souvent ont très peu parlé avec des adultes, sauf avec des travailleurs sociaux. Mais les travailleurs sociaux, heureusement qu'ils sont là, et bien évidemment, sans eux, il n'y aurait même pas de possibilité de progression. Mais avec des adultes qui sont en posture d'oncle, tante, grands-parents, etc., les adultes périphériques dans une famille, hein, qui souvent jouent un rôle très important, ils n'ont pas eu ça. Donc ça, ils le trouvent chez nous avec les bénévoles plus âgés. Et ça, c'est toujours très surprenant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se retrouvent à discuter ensemble alors qu'on n'en aurait absolument pas fait le pari. C'est ça, et pour aller plus loin, On a eu pour aller des plus loin, gens du Tarn, des gens qui habitent dans la campagne et qui cultivent je ne sais quoi, en train de planter des concombres ou des courgettes avec des jeunes Africains sur des méthodes de culture totalement différentes. Donc ça donnait lieu à des tas de débats et c'était passionnant. Des rencontres vraiment improbables, mais c'est chouette et c'est vraiment une clé ça. C'est pas seulement la pérédance, c'est aussi la pérédance intergénérationnelle. On met la main aussi au porte-monnaie quand il faut héberger quelqu'un en urgence. Ben, si on n'a plus d'argent à l'association pour faire ça, à ce moment-là, c'est l'aide directe entre adhérents, elle fonctionne aussi, qui peut permettre de donner un coup de main pour acheter un canapé ou je sais pas quoi, une machine à laver. non, non, très, très bien. Ouais. Bon, ceci Carole, étant, ouais. vous l'avez compris, c'était des associations qui étaient au début très reposaient vraiment sur le bénévolat et qui se sont professionnalisées au cours du temps. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans des démarches très professionnelles, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion de l'association, hein. On a un commissaire aux comptes, on a un cabinet expert comptable, on a tout cela est devenu très compliqué, ce qui complique aussi pour nous la recherche de bénévolat. Donc on est en recherche de bénévoles, je le dis à tous, de bénévoles qui aient un peu de temps et qui puissent conduire des projets, c'est-à-dire des bénévoles qui ont aussi un peu d'expérience de la gestion de projet, parce que c'est plutôt à ce niveau-là qu'on est fragile. On a plein de petites mains pour aider sur tout un tas de choses. On est moins nombreux sur tout ce qui est la complexité que vous connaissez tous, hein, des recherches de financement, des montages de projets, des réponses aux appels à projets, etc. On est moins armé de ce côté-là. Et on a surtout des bénévoles soit assez âgés, soit très jeunes. Il nous manque la tranche d'âge intermédiaire. Ça s'explique parce que les gens ont des enfants, un boulot, et tout ça à faire. Okay. Carole Guillot avait une question. Oui, Oui, vas-y. merci. J'ai même deux questions. Nous, sur nos dispositifs, en fait, on accueille donc des jeunes peu pas diplômés, Oui, potentiellement des personnes qui sont déjà en MEX ou sur des suivis justice, PJJ ou autres. Ces personnes donc bénéficient d'un accompagnement en fait dans le cadre de leur voilà de leur dispositif d'hébergement, MEX ou autre. Quels intérêts pour elles, par exemple, est-ce que le lien se fait automatiquement avec les MEX? et non. Euh, d'accord. Et qu'est-ce qui pourrait peut-être être intéressant pour eux si on devait les orienter vers vous? Pourquoi? Voir avec leurs éduques, etc. Voilà, ce type de questions. Puisque nous, on les accompagne sur Oui, l'insertion sociale et professionnelle. On est quand même en lien avec les éducateurs en fait de ces structures. bien sûr. Alors, on est peu connu parce que, bien sûr, l'ASE signale aux jeunes qui deviennent majeurs l'existence de l'association. Mais c'est signalé dans un courrier, vous voyez, un courrier adressé à quelqu'un qui a 18 ans et qui sort de l'ASE, c'est une ligne dans un courrier, à quel point ça le frappe. Donc, nous devons faire une campagne de communication auprès des MEX et on le fait chaque fois qu'on en a l'occasion. On est adhérent de la FAS, la Fédération des acteurs du social, et on était adhérent de la CNAPE pour se faire connaître, justement, parce qu'il est important que les professionnels des MEX nous connaissent. Mais c'est un travail sans cesse à renouveler parce que les professionnels changent. Et c'est pas parce que les directeurs connaissent l'association que toutes les équipes nous connaissent forcément. Donc, il faudrait qu'on le refasse sans arrêt. On n'en a pas ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens.
Donc, on le fait chaque fois que l'occasion se présente. Et l'intérêt, c'est que les jeunes connaissent l'existence de l'association, pas plus que ça. Pour qu'ils sachent trouver l'association le jour où ils en ont besoin, pour qu'ils se disent, ah, il y a des anciens qui donc peut-être vont me comprendre un peu mieux que les travailleurs sociaux, même si nous, ensuite, bien sûr, on les remet entre les mains de travailleurs sociaux parce qu'il faut bien évidemment une démarche professionnelle derrière, mais qui connaissent l'existence de l'association pour avoir le réflexe de faire appel à nous avant que la situation ne dégénère. Parce que ceux qui nous trouvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, par un travailleur social. Parce que l'assistante sociale de la maison du département, l'animateur de la MJC connaît Annelise, l'éducateur qui m'a appelé l'autre soir, qui est à Castres, il avait entendu parler il connaissait un de nos salariés, tout simplement, il connaissait même pas très bien l'association, mais il connaissait un de nos salariés. C'est vraiment une orientation. Le CCAS nous connaît bien sûr, mais faut-il que la personne déjà dise qu'elle est une ancienne de l'ASE? Elle ne le dit pas forcément. Si elle le dit, faut-il ensuite que le professionnel en face connaisse l'existence de l'association et le réflexe à ce moment-là de dire, ah, tiens, peut-être qu'eux pourraient faire quelque chose. Donc, plus on est connu, plus on augmente les chances qu'un jeune en difficulté nous trouve. Puisque il y a un seul critère, hein, c'est avoir été placé. Alors par contre, celui-là, on le vérifie, parce que c'est l'objet de l'association, tout simplement. Et il est discutable. Nous-mêmes, on se pose la question aujourd'hui de l'ouverture du réseau vers des jeunes qui sont sans soutien familial, parce que être sans soutien familial, on peut être sans soutien familial sans nécessairement avoir eu la chance, entre guillemets, d'être placé en protection de l'enfance, d'avoir été repéré. J'ai fait du bénévolat dans une association comme le Refuge autrefois, qui s'occupe de jeunes homosexuels qui sont virés par leur famille. Ils sont sans soutien familial et pour autant, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont été jamais placés en protection de l'enfance. Donc ce concept-là, il est plus large que ça. Alors pour l'instant, on s'en tient là parce qu'il y a bien assez à faire, si je puis dire, mais c'est le seul critère. Donc, plus on sera connu par les professionnels, plus on limitera le nombre de jeunes sortant de l'ASE à la rue, par exemple. Parce que c'est des situations rattrapables. Les jeunes Français ont plein de droits. Enfin, ne serait-ce que renouer le fil du contrat jeune majeur, ne serait-ce que les orienter vers le garantie jeune, enfin, ça s'appelle plus garantie jeune, mais l'équivalent. Les inscrire à Pôle emploi parce qu'ils ont pu travailler, avoir des droits et même pas le savoir, etc., etc. D'accord. C'est ça l'intérêt. C'est simplement qu'ils sachent que ça existe. Merci. Et que ça existe dans chaque département. C'est-à-dire qu'il y a la DEPAP 31, il y a la DEPAP 82. Alors, parfois, les associations, au cours du temps, ont pris un nom local. Donc ici, le nom Être, qui est le même que le vôtre, a été pris, je ne sais plus en quelle année, par l'équipe de bénévoles de l'époque. C'était la mode à l'époque. Les ADEPAP, chacune dans leur coin, se sont mises à prendre un nom. Alors, pour moi, ça procède de quelque chose qui est quand même sur des ressorts psychologiques qui sont, on ne tient pas forcément à s'afficher comme ancienne de l'ASE. Enfin, moi, je suis présidente, donc du coup, tout le monde sait que par définition, je suis l'ancienne de l'ASE. Alors, ça ne veut pas dire que ça saute aux yeux des gens, parce que c'est pas tellement connu quand même. Donc, mais c'est un des freins, notamment nous, quand on cherche des bénévoles, parce que ça veut dire aussi que dans son monde professionnel, dans son monde amical, etc., on s'affiche en tant que tel, on assume en tant que tel, ce qui n'est pas de soi. Ok ? Donc, à un moment donné, pour essayer de limiter ça, les ADEPAP ont pris des noms locaux. Donc, l'association du Tarn a pris le nom Être. Donc, on remet nous maintenant à ADEPAP 81 parce que du coup, tout le monde en cours de route a oublié qu'on fait partie du réseau des ADEPAP. C'est comme si on était une petite association locale, là, qui fait son truc dans son coin, et pas un réseau national. D'autres associations ont fait le choix de rester à des papes 31, 34, 81, 82, etc., avec simplement le numéro du département. Mais elles existent dans chaque département. Donc vous en entendrez parler ici comme association des pupilles. Les anciens vous parleront de l'association des pupilles.
Parce qu'autrefois, ça s'appelait comme ça. Alors, Pupilles de l'État a disparu, il est resté Association des pupilles. D'autres la connaissent sous Association Être. Très peu connaissent ADEPAP 81. Chez les professionnels, hein, je parle. Parce que pour le grand public, c'est toujours la DAS. Hein. Tout ça, c'est la DAS. Donc, il y a un gros boulot au niveau des journalistes et autres qui continuent à parler d'enfants de la DAS et autres sous X et autres vocabulaires totalement obsolètes. On a eu un article dans la presse qui parlait encore de sans-famille. Or, les jeunes aujourd'hui, ils sont pas sans famille. Ils ont une famille, qu'est-ce qu'elle est? Ils sont sans soutien familial, souvent, mais ils sont pas sans famille. Ça n'existe plus, ça. Or, vous entendrez encore, vous lirez encore, quand on parle de notre association, les anciens disent c'est la famille des sans-famille, par exemple. Mais c'était vrai pour eux. C'était vrai pour eux parce qu'ils étaient majoritairement pupilles de l'État. Ça n'est plus du tout vrai pour les gens qui ont moins de 50 ans. Je ne parle même pas des 20 ans, je parle de moins de 50. Oui, j'entends. Vous comprenez, sauf que dans l'imaginaire collectif, enfin dans le vocabulaire collectif du grand public, ça reste ça. Très bien. Du coup, voilà, vous avez aussi répondu à ma deuxième question. Je pense à ces jeunes qui ont voilà, jeunes PJJ ou jeunes ITEP. Vous ne les accompagnez pas forcément, puisque justement, ils ne sont pas passés en fait par la protection de l'enfance, pour l'instant. Et c'est quelque chose PJJ, c'est souvent les deux. Hein. D'accord. Regardez de plus près. Nous, on a des jeunes qui ont été placés en protection de l'enfance et qui sont suivis aujourd'hui par la PJJ ou qui l'ont été. Faut voir de plus près parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui font des bêtises à l'adolescence, qui sont plus graves. Oui. Ou à la grande adolescence, hein, après 15 ans, là, entre 15 et 18. On en a eu à la résidence qui avait un suivi PJJ, hein, qui avait même des mises à l'épreuve, plus que des suivis PJJ, des mises à l'épreuve. Faut voir. Oui. On a aussi des profils. Ouais. On a aussi des profils où justement il n'y a pas eu de placement, ni même de mesures éducatives en milieu ouvert, etc. Mais qui ont des suivis PJJ, par exemple. Possible. Alors cela, voilà. Non, ne relève pas de l'association, mais tous ceux qui ont une double prise en charge, oui. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Et moi, du coup, je voulais aussi, là encore, insister, Arlette, sur aussi, enfin, le partenariat aussi qu'on a mené ensemble. C'est aussi, enfin, moi, je trouvais que c'était intéressant. Vous avez plusieurs portes, en fait. C'est-à-dire qu'on peut proposer à des jeunes vraiment différentes choses. Sur lesquelles ils vont peut-être accrocher. Donc, enfin là, j'ai repris effectivement l'ensemble de vos actions là, sur la diapo, mais on peut effectivement les accrocher sur la question sociale, sur la question de l'aide financière aussi, mais ça peut être aussi sur la question des différentes activités que vous menez, des ateliers, tout ça. Enfin, vraiment, ça peut être une porte d'entrée. L'autre porte d'entrée, généralement, c'était aussi juste, on leur proposait, comme nous, on peut le proposer aussi sur la maison des ados, juste va rencontrer quelqu'un, donc soit sur l'asso, soit à la maison des ados, qui va t'expliquer, voilà, comment ils fonctionnent, qui ils sont. Des fois, on avait organisé aussi cette première rencontre avec des bénévoles jeunes aussi, parce qu'on s'était dit, bah là, ça va plus s'accrocher finalement qu'un professionnel. Ça peut être du soutien. Enfin voilà, il y a vraiment une pluralité de possibilités et de travailler comme ça avec l'association pour ouvrir voilà des portes dont les jeunes vont se saisir ou pas, mais la plupart du temps, ils s'en saisissent quand même, hein, d'une manière ou d'une autre. Ils s'en saisissent. En général, ça marche. On a un jeune bénévole qui est vice-président, qui a 25 ans, qui est un modèle d'identification, pour le dire bêtement, pour nos jeunes qui l'adorent et qui veulent tous faire le même métier que lui, ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, mais c'est vraiment très, très touchant de voir à quel point, quand il voit un jeune qui a réussi, c'est-à-dire un jeune comme eux, mais qui a réussi, c'est quelque chose qui ouvre tout à coup
notre principal boulot, c'est de lutter contre la confiance en soi, en fait, le manque de confiance en soi. Un jeune me disait encore la semaine dernière, c'est même pas la peine que je m'inscrive au code, je vais pas l'avoir. Alors qu'il est intelligent et d'évidence, il n'y a aucune raison qu'il puisse pas avoir le code. Mais ça leur a laissé un tel sentiment d'échec. Alors pas tous, évidemment, parce que ceux qui vont bien, on les voit pas, nous. C'est un peu comme le médecin qui voit que les malades, c'est comme la maison des ados. On va pas à la maison des ados quand on va bien, que tout va bien. Donc, les jeunes, il y a plein de jeunes, heureusement, qui s'en sortent et qui vont bien. Mais ceux qui vont pas bien, ou pas, ou qui sont vraiment surtout en perte de projet, même s'ils vont plutôt bien, ils sont extrêmement cassés sur le plan de la confiance en soi. Ils ont vraiment ils sont dans l'échec. Alors, soit la conduite d'échec, carrément, soit l'anticipation de l'échec et la peur de l'échec. Et donc, ils brassent. Donc, un de mes axes de travail pour moi-même et pour mon équipe de bénévoles, c'est maintenir de l'optimisme et de la joie. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'humour, qui ne savent pas rire, qui ne s'amusent pas, qui ne savent pas s'amuser. Par exemple, quand je leur dis, mais tu as travaillé toute l'année, tu es en CAP, tu as bossé toute l'année, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Question qu'ils ne se sont jamais posées. Alors vraiment, ça leur paraît une question complètement farfelue. Ou qu'est-ce qui t'amuse? Rien m'amuse. Donc il y a une tristesse et une pesanteur, une pulsion de mort qui est là tout le temps à l'œuvre et contre laquelle on lutte vaillamment et qui représente vraiment l'essentiel du boulot des bénévoles et des professionnels de l'association, qui est d'amener constamment de la vie, de la joie, de l'amusement, de la légèreté. Alors, je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas, moi je ne perds pas de vue ça. Parce que ça ne demande qu'à partir sur la dramatisation. Il y a le placement produit provoque quelque chose qui est de l'ordre de la dramatisation. On est dans le drame tout le temps, tout est dramatique. Donc ça, pour les professionnels, je pense qu'il y a une dimension là de plaisir, de quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Vous voyez, dans les diapos que vous voyez là au milieu, il y a une fresque qu'on a réalisée l'an dernier sur un des murs de la maison, un mur extérieur, qui est une trace autour du monogramme de Toulouse-Lautrec, qui est au centre, où chaque jeune a, avec un graffeur professionnel, réalisé son propre monogramme, l'idée étant, je laisse une trace sur un endroit où je suis passée, qui n'est qu'un lieu de passage et où je suis passée, où d'autres passeront. Donc, ce truc-là va vivre avec d'autres traces, et c'est souvent la première trace tangible qu'ils ont laissée quelque part, sauf les photos fugitives dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a l'importance de cette maison partagée, elle est là aussi. Elle est pour les personnes plus âgées qui l'ont repeinte, qui l'ont aménagée avant d'accueillir des jeunes en 2015. Elle est un lieu où on se retrouve aussi. Et pour les jeunes, elle est souvent le premier lieu qui ressemble à une maison familiale, en fait. Ouais. Tout en se gardant, évidemment, de tout confondre. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter cette maison voilà, qui est très, très accueillante. Et voilà, sur des projets comme ça, il y avait une inauguration de la fresque avec les jeunes, avec les bénévoles. Enfin, voilà, c'est des moments importants à partager aussi avec l'asso. En effet, ouais. Alors, il y a une ADEPAP à Marseille, donc on avait fait ce travail-là en lien avec l'ADEPAP 13, où il y a un jeune président extrêmement dynamique qui fait rêver tous les autres présidents de France, parce qu'il a 25 ans et qui est fabuleux, qui a même réussi à faire un truc à Noël là, à l'Élysée. Donc, il a amené quelques jeunes Marseillais de son association à l'Élysée, au Noël de l'Élysée, c'est quand même la classe. C'est pour montrer la disparité aussi d'un département à l'autre en fonction des moyens, des gens, des bénévoles, etc. Donc, si vous avez le temps d'aller sur le site de la DEPAP 13, vous verrez qu'il y a des partenariats à nouer aussi d'un département à l'autre qui peuvent être chouettes. Parce que ça aussi, ça manque, je trouve, d'ouverture à l'extérieur. Il ne faut pas faire les choses entre nous aussi. Il faut aussi, le plus possible, ouvrir les partenariats vers l'étranger. Un de mes projets, c'est d'essayer d'amener des jeunes
quelque part en Asie, ou pas en Afrique, c'est trop dangereux maintenant, mais en Asie, pour qu'ils voient d'autres cultures aussi. Et que du coup, ça relativise leurs propres difficultés. Donc, ceux qui veulent visiter, bien sûr, pas de problème, hein, vous envoyez un mail, vous demandez, vous passez un coup de fil pour être sûr qu'il y a quelqu'un, parce que c'est de la semi-autonomie, hein, donc parfois les jeunes sont seuls, le week-end et la nuit, ils sont seuls. Hein. Les salariés ne sont pas là, et nous, on assure une permanence téléphonique, mais on n'est pas forcément non plus en soirée, le week-end, heureusement d'ailleurs. Et c'est très facile de rentrer effectivement en contact avec l'asso. Vraiment, je vous invite voilà, à pouvoir les rencontrer. Et puis, que ce soit sur la question de l'hébergement, hein, c'est vrai qu'on a, nous, travaillé hein, sur des situations de jeunes qui ont pu bénéficier de l'hébergement. Et puis, je crois que voilà, à chaque fois, c'est aussi, les jeunes peuvent aussi venir après, ou avant, ou pendant. Enfin, des fois, c'est des jeunes qu'on suit en même temps, aussi, Maison des ados et à des papes, et qui peuvent aussi venir hein, par la suite, des jeunes qui peuvent venir sur la Maison des ados sans aucun problème, puisque effectivement, on est sur cette idée de vraiment d'un moment donné, une rencontre possible et puis un soutien, et ça fonctionne pas, ça fonctionne peut-être pas à un moment donné, mais ça va fonctionner un peu plus tard. Enfin voilà, on reste vraiment sur des valeurs, en tout cas qu'on partage. Enfin, l'idée de ces webinaires aussi, c'est vraiment de pouvoir faire connaître voilà, ces associations, ces missions, et puis de ne pas hésiter à en parler autour de vous, que ce soit dans vos réseaux de professionnels, mais aussi de public que vous accueillez, quoi. Parce que là, pas simplement les jeunes, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi aux adultes. Donc, ça peut arriver, nous, par exemple, qu'on ait pu aussi en parler à des parents. Des parents, et aussi ce parcours auquel on pensait pas forcément voilà, directement, mais voilà, ça a pu être cette occasion-là. Notamment sur ceux qui ont été adoptés. Oui. Parce qu'il y a des difficultés qui peuvent apparaître à l'adolescence, en particulier pour les jeunes adoptés, dont il peut être intéressant de discuter avec un ancien qui parlera d'une autre manière. Notamment, moi, j'ai siégé longtemps dans les conseils de famille qui prononcent les adoptions, donc ils peuvent aussi éclairer sur les manières sur le circuit, sur comment les décisions sont prises, sur par qui elles sont prises, comment ça fonctionne tout ça, et quel sens ça a. Pour mettre du sens dans des parcours un peu compliqués. Là où l'association peut être utile, c'est dans la tranche d'âge vraiment 18-21 pour renégocier le contrat jeune majeur, pour négocier un contrat jeune majeur. Parce que si l'association est derrière, le département sera plus enclin à renégocier un retour du contrat jeune majeur, plutôt que si le jeune le demande seul, comme ça dans son coin, et ça augmente les chances. Voilà. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure en remerciant vraiment la Maison des ados de nous avoir donné cet espace de présentation et de parole. Et on continue le partenariat avec vous tous, bien entendu. Merci Arlette, et puis à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous dis à une prochaine, soit sur le terrain, le territoire du Tarn, ou sur le prochain webinaire dont on n'a pas encore la date ni le prochain partenaire, mais voilà, ça devrait se faire hein, en avril sûrement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt, au revoir.